deux, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, Philippe Kubik? Claire Tinel. Bonsoir, Claire Tinel. Donc, je suis ingénieure en imagerie spatiale au CNES. Actuellement, je suis représentante du CNES pour la Charte internationale espace et catastrophes majeures, donc ça depuis 1 an et demi. Et avant cela, j'ai été responsable pendant 5 ans du programme Orfeo, qui était le programme préparatoire à l'utilisation des images Pléiades pour les scientifiques et les institutionnels. Alors, il a fallu effectivement préparer les scientifiques, les institutionnels à l'utilisation de ces images. Ils n'avaient pas l'habitude d'avoir cette résolution-là. Philippe Kubik. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Philippe Kubik, je travaille au CNES depuis une vingtaine d'années et je suis le responsable du service qualité-image qui justement s'occupe de toutes ces questions de haute résolution dans nos systèmes d'observation français ou en coopération internationale. Et par le passé, donc je viens au titre de mon passé sur le projet Pléiade, auquel j'ai contribué à peu près 10 ans d'année professionnelle, entre la qualité-image et le projet. Voilà, donc je vais pouvoir vous répondre à vos questions, aux interrogations sur comment ça marche. Voilà. Alors, on connaissait très bien les spots, hein, on les connaît par cœur. Voilà, Pléiade. Alors, pourquoi est-ce qu'on a changé de nom? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est toujours en train de faire de l'observation de la Terre, dans le visible et puis dans d'autres gammes un petit peu aussi. Mais voilà, c'est de l'optique tout ça. C'est de l'optique tout ça. Alors la famille Spot, comme vous l'avez dit, effectivement, elle a commencé en 86 avec Spotin, dont on a fêté les 30 ans dernièrement, le 22 février. Et de 86 à 2015, on a désorbité Spot 5 à la fin de l'année dernière, en fait, vers novembre 2015, décembre 2015. Donc on l'a renvoyé vers la Terre. Exactement, on l'a fait rentrer proprement pour qu'il ne laisse pas de déchets et qu'il laisse l'espace propre en un certain nombre d'années. Donc cette filière Spot, ça a été l'initiative française des années 80 qui a conduit à ce domaine un peu particulier d'excellence du spatial français. Et c'était une famille qui devenait du savoir-faire, on va dire presque standard maintenant de l'industrie. C'est mieux comme ça, excusez-moi. Je vais caler le micro. Et donc à la suite disons, à peu près à la période où on faisait Spot 5, s'est posé la question, il y avait une mode qui venait de la NASA, de faire faster, better, cheaper, voyons si on sait faire des petits satellites plus performants, moins chers, avec des règles de définition revisitées, des économies, etc. Et donc dans les années 2000, on s'est dit, il faut faire plus petit et moins cher. Pour faire la suite du système Spot, ça va être un défi ambitieux. Et ce défi s'est transformé en faisant encore mieux que la continuité de Spot, mais faisant une rupture qui va améliorer beaucoup la résolution pour passer de ce qui était Spot 5 vers les années 2000, à peu près 2,50 m de résolution, à quelque chose en dessous du mètre, pour être calé sur le standard imposé par les satellites américains qui à cette époque-là annonçaient déjà des satellites commerciaux à 80 cm de résolution. Donc on est à 2005, voilà. Spot 5 c'est fait à 2,50 m. En 2002, 2002 c'est ça. Et donc, on lance... On avait deux satellites à l'époque, Iconos et QuickBird. C'est ça, exactement. Qui faisaient des 80-60 cm de résolution. Et qui étaient les meilleures capacités civiles de l'époque. Voilà. Donc la France s'est dit, on veut se doter d'une capacité comme ça, et on veut faire ce montage avec un seul investissement global qui serve à la fois les besoins de la défense et des civils et des besoins commerciaux de notre industrie. Donc Pléiade, c'est financé à la fois par la défense et par par le ministère de la Recherche. Ministère de la Recherche, c'est ça. Donc par les deux, c'est ce qu'on appelle un satellite dual, exactement. À la fois civil et militaire. Ça, c'est assez nouveau quand même. C'est complètement nouveau en France, oui. C'est complètement nouveau en observation de la Terre. Parce que normalement, les satellites de la défense a ses propres capacités d'observation qui sont strictement réservées à l'usage défense. Le système Spot, c'était un système civil que la défense utilisait aussi par partie, mais qui était surtout un système civil. Et donc pour revenir à votre question initiale sur le nom, en fait, le nom de la filière Spot, donc Spot, satellite probatoire d'observation de la Terre, satellite pour occuper Toulouse, satellite je plaisante, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Pour occuper Toulouse. Ça a été dit dans les années 60, fin des années 70 et des années 80. C'est agréable. Mais à l'arrivée, ça a été une compétence industrielle et étatique qui a permis à l'industrie, du coup, de financer elle-même en toute autonomie la suite de Spot, qui est Spot 6, Spot 7. Et ça n'est pas un programme institutionnel, c'est Airbus qui a financé ces nouveaux satellites pour prendre le relais. Et à côté de ça, Spot 5, c'était encore le CNES, et ensuite le CNES a dit voilà, tout ça c'est finalement du récurrent, c'est mature, on peut passer à l'industrie. C'est l'industrie qui a fait Spot 6 et Spot 7. Exactement. D'accord.
Et donc là, maintenant, le CNES, avec Pléiade, le CNES reprend la main, Voilà. refait de l'innovation, C'est ça. fait des choses que l'industrie Alors à cette n'a pas les époque-là, moyens il de n'y faire. avait pas cette capacité, et donc D'aller à 70 cm. il n'y avait pas cette capacité d'aller à 70 cm avec un défi de faire un petit satellite pas cher. Alors c'est vrai, vous avez dit 1 tonne. 1 tonne, ça paraît gros, mais c'est pas beaucoup. Les satellites précédents faisaient plutôt 3, 4, 5 tonnes. Les spots, Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, se donner comme objectif de faire un petit satellite, ça réduit énormément les coûts parce qu'un satellite, il faut le lancer avec une fusée et lancer 3 tonnes, ça va coûter peut-être 60 millions d'euros de plus que de lancer 1 tonne. Donc, c'est des enjeux énormes. Lorsqu'on dit faire un petit satellite, ça contraint la dépense associée au système qu'on veut construire. Mais attendez, donc je divise la masse par 3, mais je ne divise pas les coûts par 3 alors. Les coûts restent constants. Voilà. La logique, c'est que l'investissement public sur toutes ces années a été de mettre à peu près la même quantité d'argent tous les 5, 6, 7 ans pour faire à chaque fois 2 à 3 fois mieux. Donc Spot 1 et Pléiade, c'est grosso modo... Il y a un rapport 15 de résolution, on va dire, à peu près. Ouais, donc on fait une résolution bien meilleure. Voilà. Et pourtant, ça coûte à peu près le même autant d'argent. Ouais. Donc Pléiade, c'est 650 millions d'euros. Oui, environ. Les deux satellites lancés avec ensemble, le système qui les opère, c'est à peu près 650 millions d'euros sur 10 ans de développement. Voilà. Les ordres de grandeur, c'est ça. Voilà. Alors les Pléiades, pour reprendre l'excellente introduction de notre pianiste talentueux, c'est effectivement Pléiades, ça laisse supposer qu'il y a effectivement des centaines de satellites en orbite, enfin des dizaines disons. Initialement c'était l'idée du CNES, il y avait les Pléiades, il y avait des satellites radars, il y avait des satellites grand champ, et tout ça devait voler en constellation pour... alors c'était l'époque où on se disait, il n'y a peut-être pas de problème de budget, et on va pouvoir faire voler tout ça ensemble. Bien sûr. Et donc ça s'est résumé rapidement à 2 satellites optiques, mais c'est quand même une constellation. C'est quand même une constellation, c'est vrai, absolument. Alors si vous deviez nous les présenter, qu'est-ce que vous diriez là d'un point de vue technique, Philippe Kubik? On les voit là sur la première page. Alors si vous regardez la page de couverture page. avec les 2 satellites qui sont en vue d'artiste au-dessus d'une ville là. Voilà, vous avez sur vos tables des petits documents comme ça que vous pouvez consulter. Ce sont des espèces d'objets, voilà, pas si gros que ça. Ce sont des cylindres avec une base hexagonale qui fait à peu près 2 mètres de diamètre. Ça mesure à peu près 3 mètres de haut. Alors le cylindre, il faut bien comprendre. Hein, c'est le corps du satellite. Là, c'est lui qui est C'est lui qui est dirigé vers le centre de la Terre. Voilà, vers la Terre. Donc cet objet-là, il embarque, alors je ne sais pas s'il y a des vues après, non, il n'y en a pas. Non. Mais on va le raconter comme ça. Donc vous voyez 3 ailes noires qui sont distribuées sur 3 côtés de l'hexagone. Ce sont les panneaux solaires qui fournissent l'énergie électrique aux satellites, comme à peu près tous les satellites d'observation, satellites tout court d'ailleurs. Les satellites marchent à l'énergie électrique. C'est ce qui fait fonctionner tous les équipements qui sont à l'intérieur. Et c'est le Soleil qui fournit cette énergie. Donc dans ce satellite, on va trouver un gros télescope, exactement comme un télescope d'observation de l'astronomie, sauf que là il est utilisé pour regarder la Terre. Donc c'est un télescope avec plusieurs miroirs. C'est le cylindre en question. C'est le cylindre qui est au milieu. Alors c'est pas ce qu'on voit là, hein. On voit l'arrière du satellite, donc en fait on voit l'interface entre le satellite et le lanceur qu'on le lance. Là le cylindre qui observe la Terre, il est de l'autre côté. Il est tourné vers la Terre. Et donc on ne le voit pas sur ce dessin. Donc ce gros télescope, c'est un objet qui fait à peu près aussi grand comme vous, à peu près un peu plus gros, 65 cm de diamètre. Voilà. Et pourtant, je sais faire ce qu'il faut. Et donc il y a plusieurs miroirs qui reçoivent la lumière provenant de la zone observée. Cette lumière est focalisée exactement comme dans un appareil photo, dans un plan où se trouvent des détecteurs. Bon là, l'appareil photo qui nous filme contient une matrice. Dans le télescope qui est marqué sur ces satellites, c'est pas tout à fait des matrices. Parce que je ne sais pas si tout le monde est conscient de la façon dont les images sont prises avec un satellite d'observation de la Terre. Mais un satellite d'observation de la Terre, c'est une photocopieuse en fait. C'est-à-dire que du fait de son mouvement sur l'orbite, il défile autour de la Terre très rapidement. Alors, il faut suivre le schéma avec mon doigt. Le satellite il défile à 7 km par seconde autour de la Terre, à peu près du nord au sud. 7 km par seconde, ça fait 28 000 km/h. Voilà. Donc ça, c'est la vitesse correspondant à son altitude. Et donc, à cette vitesse-là, en fait, il va acquérir son image ligne après ligne, exactement comme une photocopieuse. Quand vous mettez une feuille de papier sur la photocopieuse ou le scanner, il y a un mouvement de défilement et la copie est faite ligne après ligne. Le satellite, c'est pareil. Il photocopie la Terre ligne après ligne. Et donc, dans son télescope, il n'y a pas des matrices
qui prennent d'un coup l'image en 2 dimensions, mais il y a des lignes de détecteurs qui prennent une ligne après l'autre, et c'est le mouvement de défilement au fil du temps qui génère l'image. Voilà. Donc il y a ces télescopes qui est ce qu'on appelle la charge utile dans notre jargon d'ingénieur, c'est ce pourquoi on construit le satellite. Et puis autour, il y a tout un tas d'équipements qui rendent utilisable le satellite. Donc il y a des antennes qui reçoivent les ordres de programmation qu'on va lui envoyer. Il y a des antennes pour vider les images lorsqu'on passe au-dessus de station de réception. Ça, c'est pour la communication. Il y a un calculateur de bord qui va vérifier que tout fonctionne bien et qui va séquencer les activités de prise de vue. Et puis, il y a tout ce qui lui permet de savoir où il est. Et ça, c'est très important parce qu'on a besoin, pour un tel système, de fournir de la donnée, et Claire vous la montrera après, on a besoin de fournir de la donnée précise. Et de la donnée précise, ça veut dire de la donnée bien localisée, notamment sur la Terre. Et le satellite n'a pas besoin d'avoir une carte pour savoir où il est. En fait, il a ses propres senseurs. Donc, il se repère dans l'espace avec ce qu'on appelle des senseurs stellaires. En anglais, on dit Star Tracker. Ce sont des petits instruments qui observent la voûte céleste, qui voient les étoiles et qui en déduisent la position du satellite dans l'espace. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de GPS à bord. Alors le GPS c'est autre chose. Le GPS c'est pour la position, là je parlais de l'orientation. D'accord. Alors il n'a pas un GPS, mais il a le GPS français de l'espace qui s'appelle Doris, qui est bien plus précis que le GPS, qui fournit sa position à 1 cm, enfin voilà, non j'exagère, à 30 cm près en absolu, sa position et sa vitesse. Donc ça lui permet de savoir sur quelle orbite il est exactement. Donc ça c'est pour mesurer où il est. Il a aussi ce qu'on appelle, ce qui est embarqué souvent dans... Il y en a des versions miniaturisées dans les manettes de jeu et puis dans des choses qui sont utilisées avec les mouvements, ça s'appelle des gyroscopes. C'est ce qui permet de mesurer finement quelle est sa vitesse angulaire. Donc tout ça, toutes ces informations sont utilisées par un calculateur pour déterminer la position. Il a besoin de savoir où il est. Et cette information, il l'écrit dans les images qui sont enregistrées et quand les images descendent, on sait exactement de quel point de vue elles ont été prises, à quelle date, et on sait donc faire des cartes précises de la Terre à quelques mètres près. Il y a un élément majeur qui a été justement financé grâce à ce programme dans l'industrie, qui permet aux satellites de s'orienter très rapidement dans toutes les directions. Et ça, c'est une nouveauté. Ce qu'on appelle l'agilité. Voilà. L'agilité, c'est la capacité à s'orienter très rapidement dans une direction visée et à être, comment dirais-je, bien stable au début de la prise de vue qu'on veut faire, parce que c'est pas le tout de bouger vite, ça limite ça pourrait être facile, mais il faut bouger vite et arriver parfaitement immobile, c'est pas tellement nous, on n'est jamais immobile, mais parfaitement stabilisé en début de la prise de vue, justement avec des conditions de vitesse très élevées. Alors ça c'est très nouveau, voilà, les spots n'avaient pas cette capacité-là. Donc grosso modo, j'ai mon satellite qui tourne autour de la Terre, il est capable de basculer sur les côtés. Exactement, dans n'importe quelle direction en trois dimensions, il peut aller orienter son objectif vers une cible terrestre quelconque, enfin même on verra plus tard qu'il peut orienter son objectif dans n'importe quelle direction au-delà de la Terre. Et ça c'est possible parce qu'on a mis dedans des mécanismes particuliers, alors qui utilisent peut-être, certains ont des souvenirs de leur cours de physique passé, si vous avez fait un peu de physique, ils utilisent des actionneurs gyroscopiques qui utilisent l'effet gyroscopique d'une toupie lancée à grande vitesse. Donc je lance une toupie à l'intérieur du satellite, exactement. Et c'est cette toupie qui va alors basculer le satellite. J'ai même 4 toupies. 4 toupies qui sont judicieusement orientées. Chaque toupie, c'est un volant assez lourd qui tourne à 80 tours par seconde, donc ça tourne très très vite. Et ce volant, il est monté sur une espèce de support que l'on fait tourner par rapport au satellite. Et en faisant tourner le support de la toupie, on crée... Enfin, la toupie, elle est lancée, elle est toujours lancée, elle est mise en route. En revanche, on fait tourner l'axe, la monture de la toupie en quelque sorte, et non pas la toupie elle-même, la monture de la toupie. Et faisant tourner cette monture de toupie, on crée une force qui va faire tourner le satellite dans un certain sens bien choisi. Et c'est cet effet-là qui donne au satellite sa capacité à s'orienter très rapidement dans un sens que l'on veut. Alors si on regarde la page 3, donc c'est là où il est écrit Single Pass, Strip Mapping, Stéréo et Tristéréo, Corridor Acquisition. Voilà, tout ça c'est pour illustrer l'agilité. Donc qu'est-ce que ça veut dire là? Par exemple, si on prend, dites-nous. Voilà. Donc avec cette capacité à s'orienter rapidement, en fait,
Chaque image prise par le satellite Pléiade, elle fait 20 km de large. Donc si vous voulez, c'est la largeur du détecteur qui est dans le télescope, projeté au sol, ça fait 20 km de large. Donc la bande orange que je vois, elle fait 20 km de large. Une seule bande orange fait 20 km de large. Si un client, un utilisateur a besoin d'une couverture qui fait 100 km de large pour couvrir une agglomération, un département, que sais-je, eh bien le satellite peut faire 3, 4, 5 bandes adjacentes, comme ça, successivement, mais au cours du même passage orbital. C'est-à-dire que depuis la même orbite, il va faire une première bande, et puis, puisqu'il peut se réorienter rapidement, il va aller se mettre au début de la deuxième bande à côté, il va la faire, et ainsi de suite. Alors, et ainsi de suite, pas à l'infini, puisque il y a une contrainte qui est complètement indépassable, c'est l'orbite, et le satellite, il se déplace sur son orbite à sa vitesse. Et donc, il y a un moment où il arrive en visibilité de la zone, et un moment où il quitte la visibilité de la zone. Donc tout ceci dure le temps, un certain temps qui se calcule en fonction de la taille à imager et puis de la vitesse du satellite. Mais globalement, ce satellite sait faire des couvertures de l'ordre de 5 bandes qui font chacune 100 km de long. Donc là on a un exemple à gauche, on voit 4 bandes orange, donc là on a 80 km. Ça c'est très nouveau, les spots étaient incapables de faire ça. Les spots ne faisaient pas ça puisqu'ils avaient un champ plus large, puisqu'ils étaient à résolution plus basse, entre 10 et 20 mètres. Et ils faisaient des images de 60 km de large. Et ils avaient 2 télescopes embarqués dans le satellite qui permettaient de faire finalement 100 km de champ d'un seul coup. Voilà. Et la raison d'être de Spot, c'était de couvrir toutes les terres émergées, en fait, systématiquement. Avec Pléiade, c'est pas du tout le cas. Il faut choisir. Il y a une liste possible de zones à imager, et donc on fait des couvertures là où on veut les faire. Alors ensuite, on a tout ce qui est stéréo et tristéréo. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, la stéréo, c'est pas la musique, c'est la vision en 3D. On appelle ça aussi stéréo, puisque c'est un raccourci de la vision stéréoscopique. Donc, pour restituer le relief, nous, les êtres humains, on a 2 yeux, comme pas mal d'animaux. Donc, on fait 2 points de vue du monde qu'on observe, 2 points de vue légèrement différents. Et de ces 2 informations, on sort le relief, puisque les 2 images que l'on obtient sont différentes. Et avec un satellite qui a un seul œil, il faut faire 2 prises de vue successives. Donc c'est ce qu'on fait avec de la stéréo ou de la tristéréo si on en veut 3. Alors traditionnellement, donc, 2 on voit bien là au centre, voilà. Stéréo, tristéréo, on voit bien qu'on a pris 3 images du même petit carré orange. Exactement. Donc, à des endroits différents. Voilà. Et donc on a des points de vue différents sur un même objet. Donc ce qui est illustré dans les 3 petites images en noir et blanc que vous avez à gauche, en bas à gauche, c'est que la première vue va vous donner une visée où vous avez les façades avant. La vue verticale va vous donner globalement le bâtiment vu d'en haut et donc le fond des rues relativement bien visible. Et la 3e vue va vous donner la façade arrière. Et l'ensemble de ces données permet de générer automatiquement ce qu'on appelle les modèles numériques d'élévation. C'est-à-dire par calcul, par traitement, on est en mesure de déduire de ces images la vraie hauteur de tous les points de l'image, avec une précision de l'ordre de 1 mètre à 1 mètre 50. Voilà. Ça c'est important, hein. Ça signifie bien que c'est tout à fait nouveau aussi avec Pléiade, on est capable de déterminer la hauteur d'un objet, d'un bâtiment, d'une forêt. Et ce qui est important, c'est que c'est faisable en fait en un seul passage du satellite. Et donc il y a une simultanéité des prises de vue qui les rend parfaitement cohérentes. Sur Spot, il y avait un miroir de changement de visée qui permettait de faire la stéréo. La stéréo, ça existe depuis très longtemps dans l'espace. Mais souvent, les images étaient prises à des jours différents. Et donc, il y avait des évolutions, le temps avait changé, il pouvait y avoir un nuage ou pas, il pouvait y avoir une modification. Voilà. Dans la ville de Toulouse, il y avait les Qatars qui défiaient Paris et son central pouvoir. La répression fut rude, les hérétiques brûlés par les princes de Paris. Toulouse fut occupée. Aujourd'hui, c'est plus subtil. Si ça bouge en Languedoc, pour occuper Toulouse, on leur donne un nouveau spot. Oui, vous disiez que c'était nouveau. Alors, c'est pas la stéréo qui est nouvelle, c'est la capacité à acquérir de la stéréo rapidement en haute résolution. Et dans les faits, l'usage de Pléiade aujourd'hui, c'est à peu près 40% de programmation en stéréo. C'est énorme. Ah oui.
Voilà. Donc on utilise beaucoup la stéréo avec Pléiade. Le C'est ça. pourcentage, voilà, le pourcentage de programmation stéréo par rapport aux images à plat, si vous voulez, c'est 40%. Ah, c'est énorme. Considérable. Alors on va peut-être regarder la page 2 et puis ensuite on va écouter Claire Tinel. Donc on revient juste une page en arrière sur la page qui s'intitule La capacité, juste pour illustrer, voilà, c'est la résolution dont on parle. Donc on prend des champs de 20 km, hein, c'est ce Voilà, qu'on voit. une image, comme je disais, fait 20 km de large. Après, elle peut faire la longueur que l'on veut. À la limite, on pourrait faire une bande de 300 km de long sur 20 km de large, mais c'est pas très pratique à exploiter. Et ce qui est important, c'est deux choses. C'est-à-dire que pour se rendre compte de la quantité de données que génère un tel système, vous voyez une image comme ça qui a l'air d'une petite vue, une petite photo sur un coin de papier, celle de gauche, rien, celle de gauche. Ouais. Elle fait 20 km sur 20, mais ce truc-là, ça fait 30 000 pixels en ligne sur 30 000 pixels en colonne. Et donc si on regarde les détails qui sont dedans, on voit ce qui est illustré à droite, où on a mis la place du Capitole, parce qu'on est monté à la capitale, donc on voulait vous montrer Toulouse. On voit ce genre de détails. Et si on se place si on se met à la place d'un utilisateur qui prend une seule image Pléiade et qui a un ordinateur, un écran d'ordinateur qui fait, je sais pas, mettons 1000 pixels de côté, mais en fait une image Pléiade à regarder, il faudrait qu'il regarde 1600 écrans. Wow. C'est juste pour une image. Et des images, il y en a 600 par jour par satellite. Ah ouais. Okay. Tous les jours. Il y a un détail extraordinaire. Et donc il y a une volumétrie de données, mais qui est absolument vertigineuse. Qui est utilisé par toute une communauté, et donc ce sont vraiment des grosses données, fréquentes, nombreuses et volumineuses. Voilà, c'est pour ça que je dis capacité, surtout avec 2 satellites, on est à 1300, parfois 1500 images par jour. Ouais. C'est un volume de données traitées considérable. Ouais. C'est bien au-delà des appareils photo qui font 10-20 mégapixels. Ouais. Là, une image, c'est 1 milliard de pixels. 1 milliard de pixels. Et il y en a 1500 par jour. Ouais. Voilà. Alors Claire Tinel, on va parler un petit peu des applications. Donc on voit quel outil assez étonnant on a avec les Pléiades. Vers quelle application est-ce que vous avez envie de nous emmener? Quel exemple est-ce que vous auriez en tête, le premier là? Alors le premier, moi je vais rebondir en fait sur la capacité stéréo de Pléiade. Parce qu'en fait ça a ouvert une porte sur les applications thématiques, pour des thématiques pour lesquelles on n'aurait pas pensé tirer parti de la très haute résolution. Je pense à la géologie notamment. Là on a besoin en général d'images avec des couvertures assez larges, avec des angles d'acquisition constants, si on veut faire de la surveillance de volcans, des choses comme ça. On peut faire de la surveillance de volcans avec Pléiade, hein? On peut faire de la surveillance de volcans. Alors qu'est-ce que ça veut dire surveiller un volcan avec Pléiade? Surveiller un volcan, donc il y aura plusieurs applications. Si vous utilisez la 3D, vous pouvez par exemple, lorsqu'il y a typiquement le piton de la fournaise à La Réunion, à chaque fois qu'il y a une éruption avec des coulées de lave, vous pouvez imager après en 3D pour avoir donc un modèle numérique d'élévation et voir en fait la déformation, la modification justement du terrain sur les pentes du volcan. Donc, est-ce qu'on dit que les volcans peuvent gonfler un peu, peuvent se déformer quand une éruption arrive ou quand elle est déjà là, c'est ça? Alors, on ne va pas aller jusque-là avec Pléiade. Après, on peut surveiller, c'est dans le cas d'une éruption. Donc, si Pléiade, on peut avoir une image tous les jours ou tous les 2 jours. On peut voir aussi l'évolution des coulées de lave. Là, c'est pas la stéréo, j'ai pas besoin d'avoir la 3D. Là, on n'a pas forcément besoin de la 3D. Alors, au niveau de la stéréo, donc, il y avait justement une étude qui a été réalisée donc, par le LEGOS, qui est le laboratoire du CNES, sur le massif du Mont Blanc. Et donc là, on a montré vraiment l'apport de Pléiade et de sa stéréo. En fait, on a eu donc une acquisition stéréo de Pléiade en 2012, qu'on a pu comparer donc, à l'époque avec une acquisition stéréo de Spot qui avait été réalisée en 2003, donc 9 ans avant. Et cette acquisition stéréo a été aussi combinée avec quelques relevés de terrain, donc le GPS. Donc il faut savoir sur place, des gens qui sont allés sur place. Voilà. Et donc il faut savoir que du coup on est arrivé en fait à une précision au niveau de l'altimétrie de 50 cm.
c'est vraiment très très peu grâce à Pléiades. Et on a pu en fait déterminer, en soustrayant donc, les 2 modèles numériques d'élévation, de voir un peu l'évolution de la calotte glaciaire, des glaciers du Mont Blanc, et de voir qu'en 9 ans, en moyenne, les glaciers du Mont Blanc avaient perdu 10 mètres. 10 mètres d'épaisseur. On avait un amincissement de la calotte glaciaire. Donc, sachant que ça dépendait de l'altitude, donc les glaciers au-dessus de 3800 mètres n'avaient pratiquement pas bougé. Par contre, toutes les langues glaciaires qui étaient à des basses altitudes, là, certaines en un an avaient perdu 12 mètres d'épaisseur. Au niveau de la mer de glace, on est à peu près à 4-5 mètres par an. 4-5 mètres par an. Voilà. Le rêve des géologues, ce serait de pouvoir en fait surveiller tous les glaciers du monde entier, pour pouvoir en fait temporellement évaluer les quantités de masse qui sont fondues, parce qu'il faut savoir que la fonte des glaciers participe aussi à la hausse de la montée des eaux des océans. Et justement, ce laboratoire a montré qu'entre 2003 et 2009, 30% de la montée des eaux était due à la fonte des glaciers. Les glaciers principalement situés en Alaska et en Patagonie. Donc ça, les images satellites ont aidé évidemment à quantifier ce phénomène. Ouais. Ok, peut-être un autre exemple avant qu'on passe la parole au public. Peut-être qu'on peut passer à quelque chose qui est évidemment qui est à la fois terrible, mais où vraiment on voit le satellite est extraordinairement utile. C'est par exemple les tremblements de terre. Donc si vous allez en page 9, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, page 9. Alors, toutes les pages ne sont pas numérotées, mais quand elles le sont, c'est en bas à gauche. Voilà, page 9, elle est numérotée. Et on voit la ville de Port-au-Prince à Haïti. Alors en fait, cette illustration montre l'utilisation qui est faite des images satellites. C'est pas tout d'avoir des images satellites. Lorsqu'on vous montre une image, c'est une belle image, un peu de photo-interprétation, mais l'intérêt en fait, c'est de pouvoir appliquer des traitements sur les images pour en extraire une information précise. Donc l'intérêt, c'est pas l'image brute, bien souvent, mais c'est ce que je vais en faire avec le traitement informatique. Voilà, dépendant de l'usage que l'on veut en faire. Donc là, typiquement, ça montre, à partir d'une image de Port-au-Prince, c'est ce qu'on a fait, on a appliqué des traitements, des algorithmes, donc avec des logiciels de traitement d'images, qui permettent, on le voit là, au niveau du fondu, d'abord délimiter les contours de ce que l'on voit. Donc ça s'appelle de la segmentation. Et ensuite, lorsqu'on a délimité des contours, on va pouvoir classer par différents types de nomenclature et donc extraire. Ici, on voit qu'on a tout ce qui est en rouge, c'est le bâti, en vert, la végétation, en gris, tout ce qui est axe de communication, des formes qui ne sont pas végétalisées. Et ça permet d'avoir ce qu'on appelle des vecteurs et de pouvoir quantifier. Avec ça, on peut calculer la surface qu'occupe le bâti sur la ville, par exemple, ou la végétation. Donc là, ce serait plutôt pour l'aménagement du territoire, mais c'est utile aussi en cas de catastrophe. Alors, Pléiades, l'avantage de Pléiades, ça va être sur la réactivité. Donc, on a vu que Pléiades, chaque endroit de la Terre peut être accessible par Pléiades en 24 heures. Il faut préciser que les deux satellites sont chacun d'un côté de la Terre. Voilà, c'est la constellation en fait qui permet justement cette accessibilité. Et donc, justement, là, l'intérêt de Pléiades, c'est pouvoir imager des lieux impactés par des catastrophes. Donc, justement, on parlait tout à l'heure de la Charte internationale espace et catastrophes majeures. On y reviendra. Et là, le but, c'est de pouvoir imager le plus vite possible pour envoyer de l'information aux équipes qui sont sur place, aux équipes de secours, pour aider à l'organisation des secours. Pour un tremblement de terre, on va vouloir voir à quel endroit se trouvent les maisons qui ont été endommagées, les routes qui ont été bloquées, justement pour les facilités d'accès. Et le but, c'est d'avoir l'image déjà le plus rapidement possible. Et ça dépend. Après, on a un autre facteur, c'est les conditions météorologiques. Oui. Donc, parce que là, on est limité, Voilà, on est limité par la couverture nuageuse. S'il y en a, évidemment, par les conditions. S'il y a des nuages, là, évidemment, on ne voit pas au travers des nuages, avec cette image-là qui s'appelle Tremblement de terre Népal.
Alors là, on voit très bien, à gauche, là, les deux petites images, c'est un hameau, je suppose. Voilà, c'est un hameau justement dans les régions montagneuses, qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'était une image Pléiade qui avait été acquise avant, qu'on avait en archive. Et du coup, ça c'est l'acquisition, donc ça c'était une semaine après le tremblement de terre, donc on peut voir les dégâts, c'est vraiment un village qui a été fortement impacté par le tremblement de terre. Et donc à droite, vous voyez un zoom justement des campements, des tentes qui ont été identifiées, et puis vous pouvez voir, il faut quand même avoir un œil d'expert justement pour discerner toutes les tentes, et voilà, ce sont des équipes qui sont entraînées à faire de la photo-interprétation très rapidement. On va dire qu'une image Pléiade fait à peu près 5 gigaoctets unité. Fois 1600. Ou fois 1000, allez, voilà. Si c'est 1000. Donc si c'est fait fois 1000, ça fait 5 téraoctets. Ça fait 5 téras par jour, voilà. Hein, une image, sachant que ce sont des images en couleur, donc il y a 4 plans en couleur. Donc typiquement, on va vers du 5 téraoctets par jour. Par jour, d'accord. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais on est effectivement liés, en lien avec Twitter. Hein, on a nos tweetos qui sont là et puis qui racontent sur la twittosphère ce qui est en train de se dire ce soir. Et si vous-même vous voulez vous exprimer et raconter tout ça, vous pouvez utiliser le hashtag CNESTweetup. Il y a un plan de programmation qui est envoyé au plus fréquent 3 fois par jour aux satellites. Aux 2 satellites d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un réseau de stations de contrôle distribuées sur la Terre qui permet de communiquer avec le satellite. C'est organisé pour partager la journée en 3 périodes de 8 heures, ça tombe bien. Et donc le recueil des programmations se fait d'une part par un centre civil qui est la société qui s'appelait Spotimage avant, qui maintenant fait partie d'Airbus, qui fait ses propres plans de programmation pour répondre à ses clients. D'autre part, la défense française est un acteur du système et a une capacité réservée prioritaire et fait ses propres programmations. Tous les jours, ces 2 programmations, défense d'un côté, civil de l'autre, sont renvoyées au centre de contrôle principal qui est au CNES, qui est une entité sécurisée justement pour ne pas induire de porosité entre les demandes de défense et les demandes civiles. C'est-à-dire que vous, CNES, voilà. vous n'avez pas accès aux demandes de défense. On n'a pas accès aux détails des demandes de défense. En revanche, informatiquement et de manière sécurisée, les demandes de défense arrivent au CNES dans un canal dédié. Les demandes civiles arrivent au CNES dans le canal civil. Elles sont orchestrées, priorisées, parce que le satellite ne peut pas répondre à toutes les demandes. Il y a tous les jours un arbitrage qui doit être fait, parce que si on décide de faire telle prise de vue, on ne fera pas celle qui est 500 km à côté à la même date, ou alors vouloir en sacrifier d'autres. Donc il y a tout un algorithme automatique qui hiérarchise et qui élabore finalement la meilleure solution qui contente les priorités qui ont été demandées. Et tout ceci, c'est téléchargé donc, lorsque le satellite passe au-dessus d'une station de contrôle. Et puis, c'est vidé 2 fois par jour, en 4 ou 5 passages, entre Kiruna, qui est au nord de la Suède, et la station de Toulouse, pour la partie civile. Et ensuite, c'est vidé sur le centre défense, pour la partie défense. Voilà. On ne saura pas où est le centre défense. L'antenne du centre défense. Non. Non, d'accord, ouais, c'est ça, on est d'accord, c'est ça. Alors, il y a quand même une chose, il y a des priorités. Il y a un tremblement de terre, évidemment, c'est si la charte est actionnée. Hein. La charte internationale, donc en fait c'est une coopération internationale entre 15 agences spatiales dont l'objectif est de mettre à la disposition donc des autorités gouvernementales, des sécurités civiles, de pays impactés par des catastrophes, mettre à disposition gratuitement de l'imagerie satellitale le plus rapidement possible. Donc, dans ce cas-là, effectivement, lorsque la charte est activée pour un événement, la priorité de la prise de vue pour la charte est au maximum. Ça passe devant les demandes commerciales civiles. Comme ça, nous, on est assurés de pouvoir acquérir. Et si moi je veux acheter des images, est-ce que c'est plus cher si je mets une priorité haute, je la veux dans un jour, ou si je suis prêt à attendre un mois? Oui, je pense Airbus est le fournisseur d'images, et effectivement il y a différents tarifs
Le degré d'urgence. Ouais. Donc s'il y a une image qui Toute la existe, Terre a été couverte ou pas pas forcément, Non. parce qu'il y a des zones de la Terre où personne n'a demandé d'image, donc il n'y a pas forcément des zones de toute la Terre entière. Mais si vous voulez une image qui est disponible au catalogue, elle sera disponible à un prix bien plus bas. Si vous voulez faire une demande de programmation dans vos conditions à vous, à peu près à telle date, dans telles conditions, et si vous voulez pour demain, là c'est très Là, cher. ça va douiller. C'est facilement plusieurs milliers d'euros pour une seule image. C'est-à-dire que le satellite il est sur une orbite et il passe au plus une fois par jour au-dessus d'un point donné. Donc ça, quand vous dites j'ai besoin d'une image demain, vous ne pouvez pas dire je veux une image demain ou plutôt à 9h du matin. Ça n'est pas possible, parce qu'il faut attendre que le satellite soit passé au-dessus de la zone qui vous intéresse. Si vous avez de la chance, il va passer au-dessus de la zone moyennant une petite visée oblique. Si vous n'avez pas de chance, il va passer le plus loin possible, c'est-à-dire que vous aurez une vue très inclinée, si vous voulez votre image demain. Donc, en termes de délai, si vous êtes prioritaire et qu'aujourd'hui vous dites je veux une image absolument demain, la prise de vue elle va avoir lieu quelque part demain en heure légale en fonction de la position de votre... Là si vous parlez de Paris, c'est en France, donc ça sera autour de 10h30, 11h. Mais si c'est en Amérique, ça sera plutôt vers 15h l'après-midi. Si c'est au Japon, ça sera plutôt tôt le matin, parce que la Terre tourne en un jour, comme vous le savez tous. Et donc le temps s'écoule dans le sens de la rotation de la Terre. Donc je dirais, si on prend l'exemple de Paris, si aujourd'hui vous avez anticipé une demande de programmation sur Paris et que demain le satellite passe sur Paris, enfin l'un ou l'autre des deux vont passer près de Paris, forcément, puisque on l'a dit en intro, cette Pléiade voit tout point du globe une fois par jour. Vous aurez une image de Paris qui va être vidée. Alors vous avez la chance que ce soit Paris, puisqu'elle va être vidée sur Toulouse, dans l'enfilade, et donc elle va être traitée Juste rapidement, après. juste après. Et je dirais, demain vers, on va dire 15h, la donnée est prête. Après, S'il n'y a pas de nuages. alors, elle sera prête même s'il y a des nuages. Vous aurez des nuages bien traités. Vous auriez Voilà, vous aurez l'image de Paris sous les Voilà. nuages. Après, le temps de production de la donnée, c'est négligeable, c'est une demi-heure si vous voulez faire un produit entre la télémesure brute qui descend, qui est tout en vrac, qui n'est pas directement exploitable, et puis le DVD ou le disque dur ou le produit réseau que vous pouvez récupérer, il va se passer une demi-heure de production. Après, il faut transférer cette donnée chez vous. C'est un autre paramètre du temps global d'accès à la donnée. Mais ça, c'est si vous voulez spécifiquement une image Pléiade. Parce qu'il y a aussi du Spot, il y a aussi du QuickBird, il y a aussi de l'Iconos, il y a d'autres satellites qui peuvent vous... Oui, bien sûr, oui. Oui. Voilà. On prend celui qui est disponible pour faire la prise de vue. Entre guillemets, le record qu'on ait pu faire, ça a été pour un tremblement de terre au Chili. Donc je vais parler en heure UTC. On avait un tremblement de terre, c'était à minuit à peu près au Chili. La charte a été activée 5 heures plus tard. C'est-à-dire que les Chiliens ont dit je veux des images satellites. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'images. Ils l'ont demandé satellites. 5 heures plus tard. Voilà, 5 heures plus tard. 6 heures après l'activation, on avait un des 3 plans de programmation qui était monté. Donc le Pléiade était au courant qu'il fallait qu'il y ait l'image dès qu'il passait au-dessus. À 15h, on avait l'acquisition. Et à 17h, non à 18h, parce qu'après il y avait le temps que ça revienne, on avait l'image. Donc, voilà, ça a été entre guillemets un record, donc moins de 20 heures après l'événement. Donc même pas après l'activation de la charte, moins de 20 heures après l'événement. L'espace est un domaine international qui n'est pas soumis à un règlement propre à un pays particulier. Et donc, d'un point de vue standard, n'importe qui peut commander une image d'un site de n'importe où sur la Terre et l'acheter. Sauf que c'est presque vrai, en particulier les moyens français qui sont utilisés si il y a on va dire qu'il y a une sorte de filtrage sur les zones que regardent d'autres pays que la France avec les moyens français. Donc on va pas vendre à je prends un exemple caricatural, je sais pas moi, on va pas vendre à un client de la Corée du Nord une image très résolue de la rade de Toulon par exemple.
Orbite des satellites d'observation de la Terre. Alors effectivement, elle est presque polaire. Alors je faisais un dessin tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez déjà arrivé, je faisais un dessin avec mon doigt, c'est pas facile, pour schématiser le mouvement du satellite sur son orbite, qui tourne à peu près à 700 km d'altitude. Alors, il est dans une orbite quasi polaire, c'est-à-dire que vous imaginez un plan qui va être un petit peu incliné par rapport à l'axe des pôles. Un peu, ça veut dire qu'elle là, c'est 8 degrés et quelques. Donc polaire, ça veut dire qu'on survole les pôles. Polaire, ça serait un plan qui contient l'axe des pôles. Et là, c'est un plan qui est un petit peu incliné par rapport à l'axe des pôles. Alors pourquoi? C'est pas juste. Il y a deux aspects à ça. On utilise en observation de la Terre en orbite basse des orbites quasi polaires parce que la Terre ayant bon goût de tourner sur elle-même en un tour par jour, le satellite fait à peu près une quinzaine de tours sur lui-même dans son plan. Donc, le temps passant, on est en mesure d'accéder à n'importe quelle zone de la Terre en longitude. Voilà, ça c'est le principe de base. Ensuite, pourquoi elles sont un petit peu inclinées comme ça et pourquoi elles sont inclinées de 8 degrés? Alors c'est lié à une caractéristique particulière de la Terre, qui n'est pas une boule parfaite. C'est un patatoïde un peu renflé à l'équateur, un petit peu aplati au pôle. Et cet effet renflé, patatoïdal, un peu gonflé à l'équateur, induit en fait un effet sournois dans la force de gravité exercée par la Terre sur le satellite, qui va faire tourner le plan de l'orbite. Tourner au sens tourner dans l'espace absolu par rapport aux étoiles. Ce plan va se mettre à tourner, il ne va pas rester fixe autour de la Terre. Alors, on passe à un cran supérieur, la Terre elle tourne aussi autour du Soleil en un an. Et cette Terre tournant autour du Soleil en un an, si le plan de l'orbite restait fixe par rapport aux étoiles, eh bien, il y aurait des périodes de l'année où on n'aurait plus du tout la même heure, voire on serait toujours dans l'obscurité. L'heure locale, la direction du Soleil par rapport au point visé, évoluerait énormément. Donc il se trouve que cet effet patatoïdal de la Terre induit une force de gravité supplémentaire à la gravitation standard qu'on apprend en terminale, qui fait tourner ce plan avec une vitesse de rotation bien précise, que les spécialistes de mécanique spatiale savent calculer, et qui relie l'inclinaison du plan de l'orbite à l'altitude. Et donc il y a une loi qui permet de dire, si je règle l'inclinaison qu'il faut pour mon altitude de 700 km, de telle manière que mon plan il va tourner exactement autour du Soleil en faisant un tour par an comme la Terre, je vais maintenir l'heure constante, et ça s'appelle les orbites héliosynchrones. Alors, il me faudra un tableau en fait, parce que c'est pas facile à expliquer avec les doigts et un micro. Mais on les choisit comme ça, et toutes les orbites d'observation de la Terre des satellites sont héliosynchrones. Ça permet d'avoir des conditions d'éclairement constants au fil de l'année, et donc on profite de cet effet naturel de la gravité terrestre. Voilà. Donc votre deuxième question c'était comment... voilà, tous ces satellites sont à peu près sur des orbites qui sont à différentes altitudes, mais en gros la loi dit si vous visez une altitude de 800 km, vous êtes incliné de 9 degrés. Si vous visez 700 km, enfin il y a une formule, voilà. Au moins c'est clair. Une formule qu'il suffit d'appliquer et qui marche très bien. Voilà. Et donc après les satellites, vous parlez du lancement? Oui, le lancement. Comment s'est passé le lancement? Ah bah un lancement en fait, on prend un lanceur et on met un satellite dans la coiffe. Et là, les satellites Pléiades ont été lancés par Soyouz depuis Kourou. Voilà, donc c'était le deuxième lancement Soyouz d'ailleurs, donc on a serré un petit peu les fesses lorsque ça s'est passé, mais ça s'est très bien passé. Donc il y a eu... Soyouz, c'est quand même un des... C'est un lanceur largement éprouvé, qui a fait des milliers de tirs réussis, le plus fiable du monde, mais son implantation sur le pas de tir de Kourou avec des modifications de mise en œuvre, plus le fait que c'était un lancement multiple, c'est-à-dire qu'il y avait Pléiades au milieu, il y avait que 4 satellites qui s'appelaient ELISA autour, il y avait un tout petit satellite qui était caché dessous dans une coquille, qui était un satellite d'observation pour le Chili, et donc il y avait 6 satellites lancés en une seule fois sur Pléiades A, et donc avec des mises à poste, avec des positionnements à des orbites différentes, parce qu'on va pas tous les mettre au même endroit, pardon. Voilà. Je voulais une belle image de mon jardin pour la voir vite et qu'elle soit gratuite. J'ai trouvé une idée, je suis un malin,
mis une bombache dans mon bassin à truite. Après le boom vint un tremblement de terre. La charte fut activée et j'ai été fier d'avoir une si belle photo, même si mon jardin était complètement détruit. Ah bah c'est malin. Je vais juste reprendre La page 8. C'est 8, vaccination contre la polio au Nigeria. Donc ça, c'est une étude, on va dire une étude plus une application commerciale, mais dans un but humanitaire. Donc ça avait été supervisé par Airbus, et ça a été une étude qui a été réalisée par Jim, qui est un partenaire belge d'Airbus. Et en fait, donc, en 25 ans de vaccination contre la polio, donc la polio a été éradiquée à 99%. Sauf qu'en 2012, il y a eu 122 cas recensés de cas de polio recensés au Nigeria. Donc, la question s'est posée, en fait, c'est qu'il fallait faire une campagne de vaccination massive. C'était en fait pour les besoins d'une ONG à cartographier donc 200 000 km² du Nigeria, parce que en fait les médecins devaient savoir où aller pour vacciner, devaient savoir où se trouvait la population. Or, on n'a pas de carte précise. Au Nigeria, on n'a pas de nom de rue. On ne sait pas où se trouvent vraiment les maisons. Donc le but, grâce à Pléiade, c'était de pouvoir dire aux médecins, regardez, là on a de l'habitat, il faut aller ici. Ici on a quelques maisons isolées, il faut aller à cet endroit-là. Et donc il y a eu toute une campagne en fait, et qui était orchestrée, c'était vraiment avec c'était fait un peu en direct pratiquement avec les médecins. C'est-à-dire que les médecins se trouvaient à un endroit, il y avait des images Pléiades qui étaient acquises. Là, Jim a donc créé une chaîne de production pour pouvoir en fait cartographier donc les villes, les villages, les habitations. On a eu 500 000 habitations qui ont été identifiées sur ces images. Et donc ça permettait aux médecins de savoir où ils devaient en fait, où ils pouvaient rencontrer la population. Et ce qui était réalisé en fait, c'est que les acquisitions des images, elles étaient faites là où après les médecins devaient aller. Donc ça suivait en fait le parcours des médecins pour qu'ils aient le plus rapidement possible l'information. Et donc il faut savoir qu'il y a donc une vaccination massive donc, au Nigeria contre la polio, donc des jeunes enfants. Du coup, la polio a été éradiquée en 3 ans au Nigeria, grâce à cette vaccination massive. Alors il y a donc 2 images. Il y a l'image en haut à gauche, ça c'est l'image brute. Ben, ça c'est ce qu'on voit. Ouais. Donc, c'est l'image brute, c'est ce qu'on voit. Et l'image de droite, enfin l'image en bas à droite. Il y a des maisons, des pistes, des chemins. Et après, à droite, en bas à droite, vous avez ce qu'on appelle un produit cartographique. Donc l'information a été extraite. Donc ce que vous voyez, les parties en violet, c'est là où on a des habitats assez denses. On a les routes aussi qui sont tracées en rouge. En jaune clair, on a les chemins, les pistes. Et vous voyez aussi des cercles orange, là ce sont les habitations isolées. Donc c'est vraiment l'identification unitaire de l'habitat. On a aussi le fleuve, bien sûr, en bleu. Alors, au niveau de la résolution, effectivement, une meilleure résolution, une résolution plus fine va ouvrir la porte à de nouvelles applications ou alors une meilleure précision dans les résultats que l'on peut avoir. Moi, ce que je verrais vraiment l'apport, ce serait pour les risques au niveau d'une meilleure résolution, notamment pour l'identification des habitats endommagés en cas de cyclone. Cyclone, tsunami, tremblement de terre, donc là on a vraiment un apport. Et puis on va avoir d'autres applications qui vont être, on a justement pendant le programme préparatoire de Pléiade, on a montré les limites de la résolution au niveau de la viticulture. En fait le but c'était de savoir si on arrivait à bien quantifier les rangs de vignes. Et puis
Donc des études avaient été faites dans le Bordelais. Dans le Bordelais, on a des vendanges qui vont être manuelles ou des vendanges qui vont être faites par des machines. Et en fait, l'écartement des rangs de vignes va être différent. C'est-à-dire pour les machines, il faut des écartements, des écarts en fait qui sont de l'ordre, on va dire, de 1,50 m. Donc ça, on arrive très bien du coup à discerner les rangs de vignes. Pour les vendanges manuelles, on n'a pas forcément besoin d'avoir des écarts importants entre les rangs de vignes, donc on va être à 1 mètre. Et là, on est vraiment en limite de résolution de Pléiade, et ça a montré qu'on ne pouvait pas, pour certaines parcelles de vignes, on ne pouvait pas utiliser Pléiade. Donc là, voilà, ça c'est un exemple où du 25-30 cm sera un apport non négligé. C'est vrai que 70 cm, c'est ce qu'on appelle une image très résolue. Il y a des images plus résolues que ça aujourd'hui. Et puis, vous êtes tous allés au cinéma et on voit parfois dans les films américains des satellites pilotés au joystick depuis la Maison Blanche où on reconnaît le terroriste et on voit même que c'est une femme, par exemple. Alors ça n'existe pas depuis l'espace. C'est strictement impossible. Et alors, si on part du 70 cm pour savoir ce qu'on peut voir avec, 70 cm, c'est à peu près à peine plus petit que cette table. Donc Claire et moi, on fait moins d'un quart de pixel de Pléiade si on se met à côté. Donc en aucun cas, on peut identifier une personne avec une image à 70 cm. On peut en revanche voir des mouvements de groupes de personnes parce qu'elles vont faire un gros bloc, elles vont faire de la poussière, elles vont éventuellement avoir des véhicules, il va y avoir tout un environnement. Les véhicules, on peut les identifier. Les véhicules, oui, les véhicules bien sûr. Les véhicules, on peut les identifier. Les véhicules, on peut tout à fait Alors les identifier, pas les tout petits, on ne peut pas voir les motos et les Twingo, ça fait pas beaucoup de pixels. Mais quand c'est un gros camion syrien, là on le voit quand même mieux. Donc après, quand on va descendre à 40 cm, 30, je ne sais plus jusqu'où vous étiez allé, bon, mettons, on descend jusqu'à 1 cm, bah, effectivement, on va améliorer l'identification, comme l'a dit Claire, de tous les petits objets. Et là, il y a tout un domaine à très haute résolution qui ressemble à celui de l'image aérienne, où on peut identifier les petits objets construits par les hommes, voilà, schématiquement. Mais même à 25 cm, vous ne reconnaîtrez pas votre voisin, parce que son visage fera 1 pixel, ce qui est insuffisant. Il y a eu un programme qui a été initié en 2003, donc ça c'était pour que les utilisateurs puissent s'approprier l'image Pléiade avant même qu'elle n'arrive. Ce qui s'est passé en fait, c'est que donc finalement se préparer à son utilisation. Se préparer à l'utilisation à une résolution submétrique, parce qu'on allait passer de 2,50 m à 70 cm, donc on ne voit pas la même chose, on n'a pas les mêmes besoins, ça ne fait pas un même volume de données. On a des algorithmes d'extraction d'informations qui peuvent être différents. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que après que le dernier Spot 5 ait été lancé, le constat a été fait, en fait, que les images satellites étaient très peu utilisées par les institutionnels. Donc là, le CNES a voulu, en fait, faciliter l'accès à l'imagerie spatiale, et donc a mis en place ce programme. Non seulement a mis en place ce programme, a également lancé ce qu'on appelle la DSP, donc la délégation de service public, qui permet aux institutionnels d'avoir des images satellites Pléiade à des tarifs vraiment préférentiels. Donc le tarif préférentiel, je ne connais pas les tarifs exacts commerciaux, on dira que ça sera à peu près 3-4 fois moins cher que les tarifs commerciaux. Non seulement les tarifs sont moins chers pour les institutionnels. Alors pour les scientifiques, il y a un autre programme. Donc ça c'est pour les institutionnels. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'une image a été achetée par un institutionnel, il peut la partager avec tous les autres institutionnels français gratuitement. Donc on a aussi le partage de la donnée. Pour les scientifiques, on a un autre programme qui s'appelle ISIS. Et en fait, par ISIS, le CNES prend en charge 85% du coût de l'image. Donc il ne reste plus que 15% pour les scientifiques. Donc 70 cm de résolution, un satellite qui est agile, qui peut faire de la stéréo, de la tri-stéréo. Ça, il fallait se préparer à ça, c'était pas évident pour les utilisateurs potentiels. C'était pas évident, voilà, parce qu'on gagnait en résolution. Donc ça a marché votre programme, vous avez réussi à les mobiliser, vous avez réussi à leur faire comprendre tout l'intérêt. Justement, il a fallu monter, en fait, il y a
fédéré toute une communauté. Donc on a commencé en 2003 à recueillir les besoins dans diverses thématiques. Hein. Donc on a parlé de géologie, on a aussi l'hydrologie, le littoral, cartographie, forêt, agriculture. Donc là il y avait vraiment plein de besoins particuliers. Et avant, ce qui s'est passé, c'est que pour pouvoir tester cette résolution submétrique, mais il a fallu faire des études de faisabilité, des études thématiques sur des images. Alors, sur quelles images? Il fallait des images un peu à la résolution submétrique. Il fallait des images simulées. Alors simulées, voilà, donc en partant d'images aériennes, par exemple dégradées à la résolution de Pléiade. On a aussi acheté quelques images de satellites américains, puisqu'à l'époque on avait déjà des images submétriques. Et là en fait le but c'était que toute cette communauté soit prête dès le lancement de Pléiade pour pouvoir en fait tirer le plus parti de l'information contenue dans les images. Et donc après le CNES, donc la suite de ce programme, ça a été 2 ans, ce qu'on appelait une recette thématique utilisateur. 2 ans qui ont donc de 2012 à 2014, donc juste après le lancement du premier Pléiade, où là le CNES a subventionné, donc en partenariat avec Airbus, a subventionné des images Pléiade pour les scientifiques et institutionnels. Donc là on a mis en place tout un groupe d'études. Il y a eu 130 études qui ont été réalisées dans diverses thématiques. On a eu 60 laboratoires scientifiques institutionnels qui ont fait partie en fait, de ce programme. On a imagé plus de 600 images, dont 15-20% de tristéréo sur plus de 150 000 km². Et donc pendant 2 ans, en fait, on a alimenté toute cette communauté. Ça s'est terminé par une conférence où tous les résultats ont été présentés et on a pu voir en fait les progrès qui avaient été réalisés par cette communauté. Ça a permis justement de fédérer une communauté autour du submétrique, mais aussi finalement de pouvoir enrichir cette communauté en compétences de traitement d'image, d'apport de l'information. Donc quand Pléiade est arrivé, la communauté était prête à utiliser l'outil, parce que comme vous l'avez dit rapidement, mais c'est que quand Spot est arrivé, finalement les utilisateurs n'étaient pas présents, n'étaient pas là, ils ne savaient pas utiliser les images Pléiade. Alors surtout en fait, ils n'étaient pas forcément au courant de l'intérêt de l'imagerie satellite. Ils ne savaient pas, les institutions ne savaient pas que l'imagerie satellite pouvait être d'intérêt pour eux, utile. Et puis on était à ce moment-là, au moment de la mise en place d'Orfeo, de ce programme, donc dans les années 2000, et on a eu toute une évolution sociétale aussi dans les années 2000, justement avec au niveau institutionnel, donc on a eu des directives européennes, nationales qui ont été mises en place, les bonnes pratiques environnementales au niveau de l'agriculture, les cadres lots, les directives nitrates, les lois Grenelle de l'environnement. Et tout ça, en fait, finalement, on s'est aperçu que les institutionnels se sont dit, tiens, on pourrait utiliser l'imagerie satellite. Il y avait un besoin autour de l'environnement qui était né, qui était apparu. Après, si on va en page 4, on a le Mont Saint-Michel, là, vu à plus de 1000 km. C'est Philippe Kubik, c'est vous qui avez proposé cette image. Une de mes images préférées. C'est une image qu'on a extrait. En fait, lorsqu'on lance un nouveau satellite, il se passe à peu près 2-3 mois où on règle ce satellite, on étalonne tout ce qui doit être étalonné, on le caractérise pour pouvoir ensuite avoir tous les bons réglages qui vont permettre de donner les clés, pas du camion mais du satellite, aux utilisateurs. Donc ça s'appelle la recette en vol. Et cette image-là, elle a été acquise pendant la recette en vol, en hiver. On a tiré les 2 Pléiades en décembre, on a fait la recette en vol de décembre à mars à peu près. Alors la légende qui est écrite, elle résume à elle seule finalement cette capacité de visée oblique précise. Donc c'est ce petit extrait du Mont Saint-Michel, il a l'air presque vu d'avion sur le côté. Et alors il faut vous imaginer que le satellite qui a pris cette photo, il se trouvait au-dessus des Pyrénées. En fait. Donc au moment où il a pris la photo du Mont Saint-Michel, il était à peu près au-dessus des Pyrénées et il regardait à 50 degrés en arrière. Voilà. Donc s'il avait regardé verticalement
aurait une distance observée de 700 km. Là, par l'effet de projection, on est à plus de 1000 km de distance. Et donc, alors évidemment, cette image-là, elle n'est pas du tout à 70 cm, puisque c'est plus loin, donc c'est moins Donc la résolution est moins voilà, elle est à peu près, je sais pas, mettons 1 mètre, enfin j'en sais rien, j'ai pas fait le calcul, mais elle est au moins du double, je pense, elle est au moins de 1,50 m. Mais bon, peu importe, c'est pas ça qui est important, c'est l'aspect capacité précise de s'orienter dans toutes les directions. Voilà. Vous dites qu'il faut étalonner, etc. Ça prend 3 mois pour être recette en vol, Ouais, le moment où on va tester l'appareil, essayer de le connaître, de savoir ce qu'il y a dans le coffre. Il y a une question que je me pose quand même, c'est, vous dites que c'est un télescope qu'on envoie dans l'espace, mais moi, mon télescope, j'y fais extraordinairement attention, il faut absolument en prendre soin, il ne faut pas taper dessus, les optiques peuvent bouger. Et là, vous l'envoyez avec des vibrations incroyables. On le met dans une fusée avec et puis il y a des vibrations incroyables au décollage pendant tout le vol. Exactement. Et alors, finalement, comment est-ce qu'on peut garantir qu'on va avoir une bonne image Alors, ça se fait en 2 temps. C'est-à-dire, d'une part, on a des industriels dont c'est le métier de fabriquer des satellites avec des instruments dessus qui résistent à l'environnement spatial, y compris le lancement, comme vous dites, sacrément agressif. Donc ça, c'est des règles de l'art d'ingénierie. Il y a des structures qui sont stables, il y a des liaisons qui sont construites pour être résistantes aux vibrations, etc. Et même dans le télescope. Le télescope, c'est un objet qui doit être stable. Il est conçu pour ça. Et donc il est fabriqué pour répondre à sa mission pendant des années. Ensuite, néanmoins, le lancement se passe, et puis, même si le télescope a bien résisté au lancement, en général ça se passe bien, eh bien, il n'est pas parfaitement connu en orbite, en revanche. Il n'est pas parfaitement connu au sens où on ne connaît pas exactement la position précise des détecteurs dans le plan focal du télescope, on ne connaît pas exactement comment les détecteurs répondent les uns par rapport aux autres, tout simplement parce que au sol, quand je dis au sol, c'est quand le satellite est fabriqué dans les usines de fabrication chez Thales ou chez Airbus, dans les salles d'intégration, dans les salles d'essai, eh bien, il y a des moyens de mesure qui ont une précision limitée et qui n'est pas celle dont on a besoin en orbite. Alors, je donne un petit exemple sur la géométrie, par exemple. On parlait du pixel qui permet de voir un grain de riz à 10 km de distance. Donc cet angle-là, c'est 1/1000e de radian. Alors pour les astronomes, c'est 0,2 secondes d'arc. Donc c'est très très fin. Donc cet angle-là, c'est impossible de le mesurer précisément au sol avec des théodolites, des appareils de visée précis, etc. Les gens d'Airbus, ils ne peuvent pas se mettre devant le télescope avec leur truc à pointer et dire là oui, ça fait une arc-seconde ceci, etc. L'angle, c'est la précision. Voilà, la précision de positionnement de tous ces pixels dans le champ d'instrument. Et donc ils vont avoir une précision, mettons, de 20, une vingtaine, une trentaine d'arcs-secondes. Une vingtaine, une trentaine d'arcs-secondes de précision, vue de l'espace, ça fait 80 mètres d'erreur. C'est énorme, 80 mètres d'erreur. On veut des images localisées à 3-4 mètres. Donc on est obligé de réétalonner en orbite en prenant des images de zones bien précises de la Terre sur lesquelles on a des points parfaitement connus. Donc des points de référence, ça peut être des croisements de route, ça peut être un poteau avec une couleur particulière, ça peut être tout un tas de repères dont on dispose dans une base de référence. Ça nous permet de mesurer la géométrie fine et ensuite d'avoir finalement, entre l'image brute qui descend et puis l'image qui va permettre de faire des cartes au Niger contre les moustiques, un traitement qui dit oui, le croisement de la maison au Nigeria, il est précis à 3 mètres près. Voilà. Et ainsi de suite, sur tous les thèmes, la netteté de l'image, c'est pareil, on sait mesurer au sol la façon dont l'image est nette. Par contre, la vie en orbite fait que le satellite il va vieillir naturellement, il va évoluer, et on va être obligé, pour maintenir la qualité d'image, de faire des mesures fréquentes de sa performance, et éventuellement de régler des choses en orbite aussi. Voilà. Il y a un paramètre variable, un peu comme dans les appareils photo. C'est pas un autofocus qui se déclenche tout seul, mais il y a un mécanisme de refocalisation qui permet d'accompagner l'évolution naturelle de la focalisation du télescope pendant toute sa durée. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. Si on va à la page suivante, on a quelque chose d'assez étonnant. Donc c'est la page numéro 5, le satellite Envisat vu par Pléiades.
Alors, cette image-là est très particulière. Cette image-là a été prise pendant la recette en vol encore de Pléiades. Alors, le satellite Envisat, c'est un énorme satellite de l'Agence spatiale européenne qui a été en orbite pendant pas mal d'années. Gros comme un autobus. Hein. Énorme, qui fait une dizaine de mètres de haut, pèse 8 tonnes. Enfin, c'est un objet très volumineux. Et malheureusement, l'ESA a perdu le contrôle de ce satellite, je connais plus la date de mémoire, mais bon, pendant la période où on faisait la recette en vol de Pléiades. Avril 2012. D'accord. Avril 2012. Avril 2012. Et à cette époque-là, on était en train on parlait de l'agilité de Pléiades, donc de la capacité à s'orienter dans toutes les directions. On avait déjà mis en place des méthodes d'étalonnage de Pléiades en observant les étoiles, en observant la Lune. On a même fait une image de Jupiter juste pour voir, et ça marchait bien. Et donc on avait déjà mis en place la capacité à se pointer un peu indifféremment dans n'importe quelle direction dans l'espace. Et puis en continuant les travaux, on s'est dit, sachant que dans les recettes en vol précédentes, on avait déjà fait des manips de satellites pris par d'autres satellites. On avait fait ERS1, un satellite radar de l'Agence spatiale européenne vu par Spot 4. On avait fait ERS2 vu par Spot 5. Et là, on s'est dit, avec Pléiades, un satellite aussi manœuvrant et précis, on doit pouvoir faire des images de satellites de manière en fonction des opportunités. Et là, l'opportunité elle était manifeste puisque l'ESA ne savait pas dans quel état était son satellite. Et nous, on s'est dit, on peut faire une image, faisons les calculs. Alors, faire les calculs, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que vous avez un satellite qui va faire l'image, qui est le satellite Pléiades, sur son orbite qui défile à 28 000 km/h dans un certain plan. Vous avez un satellite Envisat qui tourne dans un plan à peu près 150 km au-dessus, 200 km au-dessus, disons, aussi à 28 000 à peu près km/h, hein, voilà. Donc tout ça se croise, donc il faut faire une prédiction de croisement, se croise à des vitesses absolument vertigineuses, et il faut aller orienter le satellite Pléiades pour être capable de faire une prise de vue en une fraction de seconde et saisir au vol l'objet satellite qu'on veut voir. Donc là, en fait, on a réussi à acquérir cette image-là, qui est très résolue, en fait. Le satellite, il est à peu près à 150 km de distance sur cette photo. Donc 150 km de distance, ça veut dire que l'image, c'est la géométrie, c'est 700 km, ça fait 770 cm, donc 150 km, ça fait 15 cm. Donc là, le pixel sur Envisat fait 15 cm de précision. Voilà. Et ça a permis à l'Agence spatiale européenne de répondre à la question, est-ce que le panneau solaire est cassé ou pas, dans quel état sont les antennes, dans quelle orientation est le satellite par rapport à la Terre. Donc ça leur a donné un moment d'information. Malheureusement, le satellite est perdu quand même. Ouais. Il ne marche plus. Mais ils ont compris l'anomalie, en quelque sorte, la façon dont ça s'était déroulé. Bertinel, qu'est-ce que c'est que cette image étonnante? Donc on filme la Corée du Nord comme ça, on photographie la Corée du Nord. Là, c'est encore une application en fait. On leur a pas demandé la permission par hasard. Plus commerciale, donc ça s'est réalisé avec Airbus. Donc effectivement, on leur a pas demandé la permission. Ce qui se passe en Corée du Nord. On a le droit de toute façon de filmer depuis l'espace. Ce qui se passe, c'est en Corée du Nord, on a des informations, on ne sait pas éliminer le faux du vrai, le vrai du faux, donc ça génère des inquiétudes au niveau international. Et donc on peut utiliser l'imagerie satellite pour pouvoir un peu se faire sa propre opinion, ou en tout cas essayer d'utiliser justement la photo-interprétation. Et donc ça, en fait, c'est une société qui avait demandé à Airbus d'imager. Donc c'est une société américaine qui fait de la collecte de renseignements de sécurité et de défense au niveau mondial. Et puis ça permet d'avoir des informations pour des décideurs internationaux, pour des gouvernements. Et donc là, l'objectif, ça a été d'imager les installations nucléaires de la Corée du Nord pour essayer de comprendre ce qui s'est passé vraiment.
parce qu'on n'a pas de plan, hein, pas de plan des installations nucléaires, on ne sait pas ce qu'on y fait. Et donc là, il y a des photo-interprètes, donc on parlait tout à l'heure des photo-interprètes qui arrivaient à déterminer, à trouver les petites tentes sur les images de Katmandou. Là, c'est d'autres photo-interprètes qui ont une autre spécialité, et ils ont pu aussi cartographier, mais expliquer, donner une description détaillée des installations, de l'installation nucléaire de la Corée du Nord, qui se trouve à peu près dans le centre de la Corée du Nord. Donc effectivement, on a plusieurs extraits en fait de cette interprétation. Si on regarde déjà cette image, ouais, on voit bien effectivement il y a différentes installations. Les installations, donc on a pu déterminer quels étaient les complexes qui faisaient des complexes de support, quels étaient les complexes où se trouvaient les réacteurs. Les réacteurs de telle puissance, là où on fabriquait, on avait l'énergie, le fuel. Donc voilà, ça permet d'avoir une idée de ce qui se passe. Et puis après, ça a été réalisé encore plus en détail. Alors, on regarde la page suivante. Donc la page suivante, donc, on a l'image en haut à gauche. Et là, on rentre vraiment sur essayer de comprendre quels sont les process, qu'est-ce qui se passe dans ces bâtiments, où est-ce que, par où le combustible arrive, où est-ce que l'uranium est enrichi, des choses comme ça. Donc là, c'est pareil, ce sont des photo-interprètes qui sont habitués à décortiquer ce type d'image, et ils arrivent vraiment non seulement à identifier les bâtiments, mais à donner un peu, à savoir, ça passe d'abord par tel bâtiment, puis par tel bâtiment, vraiment donner des indications sur les processus nucléaires. Et il y a une autre image, là, donc ça c'est un autre moyen d'information, donc c'est toujours sur ces fameuses installations nucléaires. En bas à droite. En bas à droite, on a eu deux acquisitions, donc l'hiver il y a de la neige, deux acquisitions donc à 5 semaines d'intervalle. Et donc normalement en fait la fonte des neiges, donc soit ça fond pas, s'il fait toujours aussi froid, si la rue est léger, ou si ce qu'ils font en fait c'est au niveau des toits, c'est tout ce qui va être le côté versant sud, quoi, versant vers le soleil. Là ce qu'on voit c'est qu'on a effectivement de la fonte des neiges, donc vous regardez le long bâtiment là sur la droite, on a un long bâtiment avec deux pentes. Et puis on voit qu'on a justement sur la pente qui est plus vers le bas, on a une fonte de neige qui n'est pas régulière, qui est vraiment irrégulière. On a également sur les deux petits bâtiments qui sont juste au-dessus de ce grand bâtiment, on voit pareil qu'on a une fonte des neiges. Donc là l'interprétation c'est que la neige a été fondue à cause de la ventilation. Et donc ça montre que ce sont des bâtiments qui sont chauffés, tout simplement. Et ils sont chauffés, plus ou moins chauffés, donc ce sont des bâtiments actifs, il y a vraiment de l'activité. On voit aussi sur la gauche de l'image, hein, on voit vraiment qu'on a une fonte au niveau des toits qui n'est pas du tout régulière. Donc là, l'image de haut, le 1er janvier, commence à avoir justement une tache noire là, qui apparaît, et deux taches noires et qui se sont agrandies donc, 5 semaines plus tard. Donc ça permet justement, non seulement, donc quand on n'avait pas la neige, on a pu identifier un peu à quoi pouvaient servir ces bâtiments. Maintenant, là, la neige, ça fait un peu, on n'a pas de satellite thermique, on a un satellite d'observation de la Terre, dans le visible, mais ça nous permet de voir un peu l'activité thermique en fait de ces bâtiments. Est-ce qu'on est, nous, France, parce que c'est un satellite français, capable de valoriser ce savoir-faire en le vendant à des clients pour lesquels on pourrait les aider à réaliser leur propre satellite ou même les réaliser pour eux? Oui, et puis c'est déjà fait, oui. Ça a été fait plusieurs fois. C'est-à-dire que ces savoir-faire qui ont été mis en œuvre là pour fabriquer Pléiades, ils sont déployés par les industriels pour répondre à des offres export, répondre à des appels d'offres export plutôt. Donc il y a eu des ventes de satellites à la Thaïlande, des satellites à Taïwan, à l'Algérie, le Chili, en ce moment le Pérou. On a vu dans la presse il y a quelques temps un contrat très important pour les Émirats Arabes Unis, des satellites très performants.
l'observation de la Terre. Donc oui, en fait, ce savoir-faire, cette capacité à construire du satellite pour en faire de l'activité économique dans les exportations de la France, elle est indéniable. C'est en place. C'est en place. Et c'est vraiment, en fait, en Europe, la France joue le rôle c'est le fer de lance de l'observation optique, c'est la France, en fait. Il y a un partage à peu près établi entre l'optique en France et puis le radar en Allemagne et en Italie. Voilà. Le radar, c'est vraiment l'Allemagne. L'Allemagne et l'Italie aussi. D'accord. Et comme c'est un pays qui a pas mal de couverture nuageuse, c'est une des raisons. Non, mais c'est vrai. Peut-être. Je sais pas si ça vient de la météo. Ils voulaient voir l'Europe de l'Est, l'Allemagne de l'Est, ce qui s'est passé un petit peu. Et donc, on s'est partagé le travail entre l'Allemagne et puis la France. Alors, les Pléiades, ça a été fait entièrement par la France. J'ai vu quand même qu'il y avait la Suède fournit participation. La Suède fournit le calculateur de bord, l'Autriche la carte d'interface. Il y a même les Suisses, il y a des... La Belgique, l'Espagne, une antenne, le mécanisme d'obturateur, des batteries du Royaume-Uni, un magnétomètre d'Israël. C'est à peu près, il y a à peu près 4. Ça, c'est des choses qu'on achète ou ensuite, ou c'est des parts que tous ces pays prennent dans Oui, en fait, c'est ça, c'est des parts. C'est-à-dire qu'il y a une communauté historique issue de SPOT, essentiellement constituée de la Belgique, la Suède et la France, qui contribuent dans le programme à apporter des bouts, et en contrepartie, ils ont quelques pourcents de capacité, comme droit. Voilà. Après, effectivement, il y a la Suisse, il y a l'Espagne. L'Espagne a fait partie des membres fondateurs de Pléiades, mais pour des raisons économiques, en fait, ils l'ont quitté. C'est-à-dire qu'il y a eu un centre, il était prévu un centre de réception et de traitement à Torreón, et finalement, les situations budgétaires espagnoles n'ont pas permis de le faire. Voilà. Donc on va continuer à voir toute la variété des applications avec la page 10. Et vous, Madame Tinel, on va parler des densités surfaciques et volumiques urbaines. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Donc le Pléiade avec sa précision, donc c'est utile pour l'aménagement du territoire et notamment pour l'urbain. Là, en fait, c'était une étude qui avait été réalisée par le Centre d'études et de recherche justement du ministère de l'Environnement sur l'estimation, comment était réparti, en fait, donc c'est sur Toulouse, comment est réparti le bâti sur la ville de Toulouse. Voilà. Comment est réparti le bâti au niveau surface. On ne sait pas? Non, on ne sait pas. On ne sait pas forcément combien de mètres carrés sont utilisés, enfin sont occupés par le bâti. Et ça permet, on va voir après, c'est surtout que ça permet d'avoir une représentation visuelle en fait. Et donc là, comment on arrive en fait à avoir ces densités surfaciques? Donc ça c'est pour l'aménagement du territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ville, l'aménagement du territoire en ville, le but c'est de densifier les villes. En fait, les villes ne s'étalent pas tant que ça. Le but actuellement, c'est de repérer ce qu'on appelle les dents creuses. Les dents creuses, ça va être des endroits en fait qui n'ont pas été bâtis dans les villes, qui sont entourés par des endroits bâtis, et il faut donc densifier, donc construire en volume. On le voit sur certaines villes où on a des programmes. Maintenant, à l'intérieur des villes, on ne construit plus des lotissements, on va construire des immeubles. Donc là, en fait, l'intérêt d'utiliser Pléiade, c'était donc de faire une image, donc là sur Toulouse, et puis à partir de cette image, c'était faire de la classification, comme on a vu tout à l'heure pour Port-au-Prince. Alors comment on va faire cette classification? On va essayer donc d'identifier tout ce qui est bâti. Alors bâti, ça va être des toits, mais des toits, donc Toulouse, la ville rose. Voilà, parce qu'on a des tuiles roses, mais des tuiles roses de différentes couleurs de rose. On a aussi des bâtiments industriels avec des toits gris. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider ces logiciels de traitement d'image, et à la main, en fait, on va prendre une vingtaine d'échantillons en disant ça, ce sont des toits. En gros, pour faire différentes sortes de toits. Et du coup, le logiciel, il va comparer tous ces échantillons avec tous les pixels dans les différentes bandes spectrales. Et du coup, il va pouvoir déterminer justement si c'est des toits, si c'est la végétation. Donc, on va faire la même chose avec la végétation, différents types d'arbres, les arbres
la couleur en fait des feuilles n'est pas la même selon les arbres. Au niveau de l'eau, vous allez avoir un fleuve, de la piscine, c'est pas la même couleur d'eau. Et donc on va extraire en fait ces différentes classes. Et donc extraction de végétation, bâti, voirie. Et là au niveau du bâti, donc là on arrive à l'image numérique, à l'image A. Oui. L'image A, où vous voyez tout ce qui est en jaune, c'est le bâti, en vert la végétation, et en gris c'est tout ce qui est voirie, Et donc l'idée en fait c'est d'appliquer, donc extraire tout le orange, ne prendre que le orange, et d'appliquer dessus ce qu'on appelle un modèle numérique d'élévation. On a un peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est en fait ces modèles numériques d'élévation? Et ben, c'est on veut connaître la ville en 3D. On veut connaître la ville en 3D. Donc ça, ce modèle numérique d'élévation, il peut être réalisé par Pléiade. Bon, en ville, c'est compliqué, mais ça peut être réalisé par Pléiade. En l'occurrence, là, c'était un modèle numérique d'élévation qui avait été réalisé par IGN. Donc avec l'aide de relevés lidar et de relevés terrain. Et puis on va plaquer ce modèle sur le bâti et on va pouvoir dire, bah, tiens, ce bâtiment, bah, il fait telle hauteur, cet autre bâtiment à côté, il fait telle autre hauteur, et on va pouvoir classer. Donc là, c'est ce qui a été réalisé dans l'image B, où on montre que les bâtiments avec donc des hauteurs qui varient entre 5 et 35 mètres. Et l'intérêt en fait d'avoir, donc là on a ces hauteurs, alors d'une part si on veut ce qu'on appelle la densité surfacique. La densité surfacique c'est la surface qui est occupée par le bâti sur la surface, donc ici ça a été, ce que vous voyez les parcelles en fait ce sont des îlots de l'INSEE. De l'image C là. De l'image C. Ce sont les petites parcelles en fait, c'est pas du cadastre, ce sont des îlots définis par l'INSEE, des îlots urbains. Et en fait, on calcule le rapport de l'occupation du bâti sur ces îlots et ça nous donne en fait des valeurs plus ou moins élevées qui nous montrent après à l'échelle de la ville quels sont les endroits qui sont plus ou moins bâtis. Et si on fait la même chose, donc cette fois-ci on va faire le rapport de la hauteur par rapport à la surface, là on va avoir la densité volumique. Là c'est l'image D. Donc là, c'est l'image D. Donc typiquement, vous voyez sur l'image C, au milieu, on a une plage un peu jaune. Un polygone jaune, donc ça veut dire que c'est un bâti, un endroit qui n'est pas complètement recouvert en fait, par du bâti, hein, dont la surface est très peu couverte par du bâti. Par contre, on a une couleur assez foncée qui montre qu'en fait, il n'y a peut-être pas beaucoup de bâtiments, mais les bâtiments sont hauts. Voilà, c'est ça. Donc la première image, l'image C montre que quelque chose qui est jaune, bah voilà, il y a peu de... c'est pas très bâti, hein, cette parcelle, mais on voit qu'il y a des bâtiments qui sont quand même très hauts. Alors si on regarde l'image suivante, c'est l'image 11, et ben, en fait, la page 11. C'est la même chose, mais à l'échelle de la ville de Toulouse. Donc vous avez l'image Pléiade en A, en B, la sortie, donc la chaîne de traitement, la classification, et les densités surfaciques en C, les densités volumiques en D. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça fait vraiment un support visuel au niveau des collectivités territoriales, au niveau des décideurs, de pouvoir en fait, réfléchir vraiment sur des supports visuels. Là, on voit très bien que dans le nord de Toulouse, on a une densité volumique et une densité surfacique qui est assez faible. On va peut-être du coup porter nos efforts sur cette partie de Toulouse. D'accord. C'est d'autres choses après. Bon, on va continuer un petit peu, hein, peut-être un peu plus rapidement parce qu'on va bientôt s'arrêter. Donc, si on regarde la page 12, là, on est dans la plaine de Bièvre-Valloire. Voilà. Et là, on va parler d'agriculture. Là, on est dans l'Isère. On est dans l'Isère. Et je parlais tout à l'heure des directives européennes. Et notamment, donc ça, c'est sur les bonnes pratiques agro-environnementales. Sur les nitrates en fait. Donc la directive des nitrates qui consiste à empêcher les nitrates de polluer l'eau, les nappes phréatiques. Et pour cela en fait, les agriculteurs, on demande aux agriculteurs justement de mettre en place, donc pendant l'hiver, de mettre en place les moyens nécessaires justement pour piéger les nitrates
en surface. En profondeur plutôt, non? Ou de les piéger, Enfin, en tout cas, que ça descende pas dans le sol vers les nappes phréatiques. D'accord, au contraire, donc ça les piège en surface. Donc c'est les piéger, donc on mettre en place par exemple des sipans, ce qu'on appelle les sipans, des cultures intermédiaires pièges à nitrate, ou par d'autres manières. Et en fait, le but là, c'est un peu du contrôle en fait quand même sur les bonnes pratiques. L'idée en fait, ce que vous montrent les images, c'est qu'il y a eu une image qui a été réalisée donc en juillet 2013. Au moment en fait où les cultures étaient en train de pousser, donc ça a permis de déterminer. Alors selon donc, ce que vous voyez là, donc page 12, ce sont des petits graphes. Et en fait, c'est... En bas, là, on les avait trois les petites montagnes roses, jaunes et vertes. 3 des bandes Pléiades. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les détails, mais Pléiades, on a des différentes bandes spectrales qui sont le bleu, le rouge, le bleu, vert, rouge et proche infrarouge. Et en fait, on va avoir des réponses différentes selon l'occupation du sol. Par exemple, la végétation va fortement réagir dans le proche infrarouge. Et l'information que l'on va pouvoir récupérer au niveau du satellite, donc ça va être nos fameux détecteurs, ils vont avoir des valeurs numériques qui vont être différentes selon les bandes spectrales. Et selon ces valeurs, en fait, la répartition de ces valeurs va nous permettre de pouvoir classer par exemple les différentes cultures. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déterminer où se trouve le maïs, où se trouve le colza, où se trouvent les autres cultures. On peut déterminer à 700 km d'altitude où se trouve le maïs, où se trouve le colza, etc. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la réponse spectrale de l'occupation du sol, et ça c'est grâce au fait qu'on a plusieurs bandes spectrales. Donc on ne pourrait pas le faire justement avec le pan chromatique, qui est juste en noir et blanc. Alors si on a la suite, la page juste après, c'est la page 13. La page 13, donc l'illustration d'en haut, ça a été en fait un produit cartographique qui a été extrait, qui a été réalisé à partir de la fameuse image donc réalisée au mois de juillet, où là en fait on a fait une classification des différents types de cultures, colza, maïs et autres cultures. Alors pourquoi le colza, pourquoi le maïs et pourquoi les autres cultures? C'est parce qu'en fait, justement, dans le cadre des bonnes pratiques agro-environnementales, selon les cultures, on va avoir des pratiques différentes en hiver. C'est-à-dire que le colza, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les repousses de colza pendant l'automne sur le sol, et après on va mettre une culture d'hiver. Sur le maïs, ça, c'est les recommandations pour des bonnes pratiques environnementales. Voilà. Donc on attend que les agriculteurs fassent ça. Pour le maïs, comme les récoltes sont plus tard dans l'année, on n'a pas le temps de mettre en place une culture d'hiver, donc on va enfouir les résidus des cannes de maïs broyées. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça on le voit. Okay. Et puis pour les autres que colza et maïs, on va mettre des cultures d'hiver en place. Et donc l'autre carte, donc en bas, c'est tiré d'une image de septembre, donc après les récoltes, après les moissons. Et l'idée en fait c'est de savoir, on avait du colza et qu'est-ce qu'on a après? Est-ce qu'on a encore nos repousses de colza ou pas? Voilà. Donc, vous voyez, on a différentes nomenclatures. Donc, en vert, c'est ce qui a été respecté par rapport à la culture précédente. En saumon, là, jaune clair, ne se prononce pas, nécessite une image suivante pour conclure. Et bien, tout simplement, c'est parce qu'on n'est pas sûr. Donc, on voit qu'il y a eu des labours qui ont été faits. Donc, ça, c'est justement Pléiade, avec sa résolution, nous permet de voir si des terres ont été labourées ou non. Avec Spot, on ne pouvait pas le voir. Donc, si des labours ont été faits, ça veut dire que la terre a été préparée, donc ça a été semé, mais la végétation n'a pas assez poussé pour savoir ce qu'il y a derrière. Et on a quand même déjà en septembre donc quelques rouges qui nous permettent de dire ah là il n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc ça c'est de l'aide au contrôle. C'est l'agriculteur qui est en contravention là. Voilà, par rapport à ces déclarations aussi. Parce oui. Eux déclarent leur type de. Donc là on est vraiment surveillés là. Alors ça c'est de l'aide au contrôle en fait, parce qu'on ne va pas pouvoir, les inspecteurs sur place ne savent pas où aller, donc ça permet en
fait d'orienter les contrôles. Si on n'a pas le satellite, on est quand même à peu près sûr de passer très loin du filet. Retour en Corée du Nord. Dis-moi Kim Jong, pourquoi ça fond? Pourquoi la neige fond? Tu te fâches? Allez Kim Jong, fais pas le con. Vas-y mollo sur les bons vaches. J'ai l'expérience des explosions. J'ai fait sauter mon jardin hier. Et j'ai compris qu'il n'y a rien de bon à bricoler le nucléaire. Allez Kim Jong, fais pas la tête. Laisse donc tomber la guerre une fois. Allez Kim Jong, viens faire la fête. Buvons un coup et embrasse-moi. On veut tout entendre. Est-ce qu'on a une dernière petite image à commenter? Oui, bon, on va juste aller rapidement. Voilà, le recul du trait de côte. On voit très bien, à chaque fois on a des images de gauche et des images de droite. Sur les images de gauche, entre le trait bleu et le trait rouge, on voit qu'il y a encore de la végétation sur les images de gauche. Et sur les images de droite, eh ben, en fait, la végétation est partie parce qu'il y a eu une tempête entre les deux. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on voit que le trait de côte a reculé. Voilà. Ça permet en fait de quantifier. Donc ça a été une demande de la sécurité civile française, puisqu'on a eu une série de tempêtes l'hiver 2014 sur le littoral girondin, mais également au niveau du Finistère. Et en fait, la sécurité civile française voulait quantifier un peu le recul de ce fameux trait de côte. Alors un trait de côte, qu'est-ce que c'est qu'un trait de côte? Il y a beaucoup de définitions du trait de côte. Là, on va se limiter, ça va être la différence entre la végétation et le sable, ça va être là où commencent les falaises, on va se limiter là-dessus. Donc on voit qu'effectivement, on a eu, donc, le 12 janvier, c'était 2 jours après la tempête, on a eu donc, en Gironde un recul du trait de côte de 15 à 25 mètres sur certains endroits. Et là, au niveau du Finistère, eh ben, on a eu un recul de 6-7 mètres et on voit qu'on commence à approcher surtout les maisons. Voilà, c'est ça qui est important en fait de déterminer. Peut-être une toute dernière question, c'est l'avenir de Pléiade, Philippe Kubik. Est-ce qu'on prépare un Pléiade 2 comme il y a eu un Spot 2, Spot 3? On allait jusqu'à Spot 7, on va avoir un Pléiade 7 un jour? Alors, on va s'arrêter à Pléiade pour le nom. Ouais. En revanche, il y a bien un programme en cours pour la suite. Donc les deux satellites Pléiade, ils ont été conçus chacun pour durer 5 ans. Ils vont durer probablement le double. Donc ils vont nous amener en 2020, 2022, quelque chose comme ça. Et donc en ce moment, en fait, on mène avec, sur l'initiative conjointe de la défense du CNES et avec les industriels Airbus et Thales, qui sont impliqués dedans, on mène une étude qui s'appelle THR-NG, donc ça peut vouloir dire très haute résolution de nouvelle génération, voilà, qui consiste à étudier un satellite à peu près 3 fois plus performant que Pléiade, qui offrirait des images, disons, à 25 cm de résolution, avec un champ, alors pas forcément 20 km, mais peut-être de 15 ou 16 km. Évidemment, plus on met de pixels, plus c'est difficile de faire un champ large. Hein. Sur Spot à Pléiade, on est passé de 60 km à 20. Là, garder 20 km avec des pixels 3 fois plus petits, ça peut être difficile. Mais il y a une volonté d'avoir un champ élevé, d'avoir une forte capacité de prise de vue, beaucoup plus élevée que celle de Pléiade actuelle, qui est déjà pas mal, qui est déjà assez élevée. Et puis surtout, en fait, il y a un défi, alors, ce qu'on appelle un peu la course à la résolution. Des satellites toujours plus résolus, toujours plus performants. Faire de la très haute résolution, eh bien, c'est compliqué, c'est difficile. C'est-à-dire que faire de la très haute résolution, ça impose de faire des très grands miroirs. Parce que c'est la physique. Les astronomes qui regardent les étoiles, ils font des télescopes de 40 mètres de diamètre. Donc il faut des grands télescopes pour faire de la résolution. C'est pareil quand on observe la Terre. Donc si on veut des grands miroirs dans des satellites pour observer la Terre, c'est pas facile à fabriquer, à maîtriser. Et si on veut
toujours maîtriser les coûts, c'est ce qu'on disait au début, hein, avoir un investissement qui reste à peu près constant pour encore améliorer d'un facteur 2 à 3 la performance. Il va falloir faire un satellite peut-être plus léger, pas trop gros, facile à lancer. Et s'il est plus léger, les miroirs vont être potentiellement moins rigides, plus déformables. Et on va devoir imaginer des façons de garantir que l'image est toujours bien nette avec cette espèce de télescope qui va être moins rigide qu'avant. Et ça va reposer sur des technologies qui sont très connues de la communauté des astronomes, qui s'appellent l'optique adaptative, où les gens qui observent les galaxies et les étoiles depuis le sol ont tout un tas de systèmes de recalage très fin de leurs miroirs avec des petits actionneurs derrière. Ça, voilà, on mesure les déformations, on mesure en temps réel les déformations induites par l'atmosphère et on va corriger la surface du miroir pour que l'image soit parfaite. Donc il y a effectivement des petits actionneurs qui appuient un petit peu sur les miroirs pour modifier. On peut revisiter ce principe-là pour l'observation de la Terre, où là ce qui nous pénalise, c'est pas du tout la turbulence atmosphérique, parce que en observant la Terre depuis l'espace à plusieurs centaines de kilomètres, en fait la couche d'air elle est au sol et elle ne nous gêne pas. En revanche, ce qui va nous gêner, c'est d'une part cette souplesse, cette déformabilité des optiques et de la structure si on veut un télescope pas trop cher et du coup un peu déformable. Et on va embarquer des choses qui vont mesurer les erreurs. Le satellite qui défile sur son orbite, il va être éclairé différemment par le soleil, donc potentiellement à cause de la température, il va pouvoir se tordre un chouïa à gauche, un chouïa à droite. Donc tout ça, ça peut modifier la netteté de l'image ou même la formation de l'image. Donc tout ça, on va le mesurer et l'utiliser pour mettre une correction avec un petit miroir déformable. Donc ça veut dire qu'on embarque de l'optique active pour la première fois dans ce style de... L'optique active, c'est la même chose que l'optique adaptative. Alors, c'est presque pareil, sauf que l'adaptatif, c'est-à-dire que ça va très très vite. Les astronomes corrigent à quelques centaines de hertz, il y a plusieurs centaines de fois par seconde leur effet d'erreur, alors que nous, on va le faire quelques fois par orbite. Mais c'est déjà pas mal. Okay. Voilà. D'accord. Et on est obligé de le faire parce qu'on ne sait pas aligner au sol des grands miroirs qui soient allégés. Les industriels ne savent pas le faire. Parce que même sous l'effet de la gravité, dans une salle blanche chez Airbus, un grand miroir de 2 mètres de diamètre, il va être tordu à cause de la gravité. Et donc il sera dans un état qui n'est pas celui qui sera en orbite. Voilà. Donc c'est indispensable. Merci beaucoup à vous, Philippe Kubik et Claire Tinel, d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir partagé avec nous vos connaissances sur ce sujet. Merci infiniment. Merci. Bravo à vous.